Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée cette semaine est Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, vice-présidente de l'UDI, ancien ministre de l'écologie et ancien ministre des Sports. Bonjour madame. Bonjour. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. Clémence Soudaille pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Chantal Joanneau, vous avez quitté l'UMP en désaccord avec les orientations de Nicolas Sarkozy, notamment par rapport au Front National. Et puis vous avez pensé qu'auprès de Jean-Louis Borloo, vous auriez plus de facilité à défendre vos idées en matière d'écologie. Mais quand vous regardez ce qui se passe depuis une semaine dans votre ancienne formation, est-ce que vous vous dites « j'ai bien fait » ou est-ce que vous dites « la droite est mal partie » ? Ah, je me dis quel dommage. Franchement, j'ai toujours quand même des amis. C'est pas mon rôle de critiquer ou de taper sur un parti qui m'a accueilli, qui m'a permis, in fine, d'avoir une carrière politique. Mais quel dommage, parce que l'image que l'ensemble de la droite et de la classe politique renvoie n'est pas nécessairement très glorieuse. Laurent de Boissieu pour La Croix. Oui, vous pensez que cette crise, l'image de l'opinion, va se répercuter sur l'UMP, sur toute la droite ou sur toute la classe politique ? Sur l'ensemble de la classe politique, moi j'étais très sensible à un livre de Dominique Régnier qui s'appelait La pente fatale des populismes et qui d'ailleurs m'avait pas mal inspiré dans mes positions sur l'évolution de l'UMP et qui part du fondement que le discours des extrêmes et des populismes est toujours basé sur la même chose, une élite corrompue et un peuple oublié. Et dans ce qui se passe aujourd'hui, ce que retient la population, c'est un petit peu ça. Très souvent, le parallèle est fait d'ailleurs avec le congrès de Reims. Et je crains que la conclusion qui en soit tirée par nos concitoyens, c'est que le système des partis et des politiques n'est pas vertueux. Laurent ? Oui, vous étiez membre de l'UMP, comme le rappelait Jean-Michel Blier. Vous avez même signé une motion pour le congrès du 18 novembre. Vous l'avez quitté finalement l'UMP avant. Est-ce que vous sentiez déjà que les positions risquaient de se radicaliser de façon aussi dure entre le clan ou la fraction Copé et le clan ou la fraction Fillon ? Mais là, on a une concurrence d'hommes. Enfin, la concurrence d'hommes en politique, elle est assez classique. C'est pas une question de fond, d'idée ? Il n'y a pas de clivage idéologique profond entre ces deux hommes. D'ailleurs, le débat l'avait clairement montré. Par contre, au sein du parti, on voit aujourd'hui très clairement que le parti regarde à droite et le plus intéressant dans cette élection, c'est pour moi le vote des différentes motions. Et voir que dans ces différentes motions, la droite forte, la droite populaire, droite forte arrive en tête, droite populaire et ensuite droite sociale qui a quand même des positions très dures. Ces trois motions-là, ça représente grosso modo 70%, puisque les gaullistes et les humanistes se font 30%. Donc, ce qui est le plus, pour moi, lourd dans cette élection, c'est que effectivement, l'UMP regarde à droite. Et votre sentiment, c'est que le duel Fillon-Copé n'incarne pas cette dichotomie, au fond, à l'intérieur du parti ? Non, elle n'incarne pas du tout, parce que des personnes qui sont dans les deux camps sont issues des différentes motions. Et sur le fond, on n'a pas senti dans le débat, il y a un homme, effectivement, qui est d'une apparence plus rassembleuse que l'autre. Il y a l'homme du pain au chocolat, il y a l'autre quand même. Mais sur le fond des positions, que ce soit vis-à-vis du Front National ou d'autres sujets, ils sont relativement proches. D'ailleurs, donc pour moi, c'est pas ce duel d'hommes. Ce duel d'hommes, pourquoi il conduit à cette situation ? C'est qu'on est traditionnellement dans un parti où le chef doit s'imposer de manière absolue. Et quand on est à 50-50, qui que ce soit, ça va créer des tensions difficiles. Mais c'est plus sur ce qui a été voté dans le cadre des motions. Pour moi, le message politique est là. Clémence Soudaille pour Radio Notre-Dame. Et qu'est-ce que vous imaginez comme sortie de crise pour l'UMP ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Je ne peux pas répondre à leur place, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que l'idée d'un parti unique, qui en son sein peut faire vivre la diversité des sensibilités, cette idée, elle a vécu, elle est terminée. Donc l'idée, le principe fondateur de l'UMP, que ce soit dans son idéologie, mais même d'ailleurs dans ses résultats, cette idée est terminée. Romain Mazenot, RCF. On a vu Nicolas Sarkozy tenter une sorte de médiation. Est-ce que cet imbroglio renforce l'hypothèse d'un retour possible de Nicolas Sarkozy ou est-ce qu'au contraire, ça lui complique la tâche ?
Je ne peux pas répondre à sa place et je me garderai bien de répondre à sa place. Qu'il ait été excédé, ça j'en suis absolument persuadée. Qu'ils se doivent de revenir dans le jeu aujourd'hui, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est quand même l'ancien président de la République qui se doit d'incarner le pays dans toute sa diversité et s'abîmer dans un combat interne qui est un combat entre deux hommes. Je pense qu'il est très au-dessus de tout ça. Mais pour vous, la page de Nicolas Sarkozy, elle est tournée définitivement? Je n'ai pas dit que la page était tournée, j'ai dit que je pense que sa place n'est pas de s'abîmer dans ce combat d'hommes. Laurent de Boissieu-Lacroix. C'est un combat d'ego, donc ce n'est pas sa place. Laurent de Boissieu-Lacroix. Oui, est-ce que ce duel Copé-Fillon ne montre pas aussi que la droite a un problème avec la culture démocratique dans les partis et qu'en fait il ne peut pas y avoir deux présidentiables dans un même parti? Et est-ce que vous ne craignez pas que l'Union des démocrates et indépendants, donc l'UDI que vous avez rejoint, où il y a à l'intérieur à la fois Jean-Louis Borloo et Hervé Morin, qui ont failli être candidats à la dernière présidentielle, qu'on n'arrive pas à la même situation à terme au sein de l'UDI entre Jean-Louis Borloo et Hervé Morin? Il n'y a pas c'est difficile de comparer l'UMP et l'UDI. Au sein de l'UMP, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour bien connaître ce parti, le chef doit s'imposer de manière incontestable et massive. C'est difficile ensuite d'être à 50-50. C'était un premier exercice démocratique qui a eu des difficultés. C'est pas totalement anormal et c'est pas totalement étonnant. Ça c'est un premier point. Quant à l'UDI aujourd'hui, il y a eu une totale unanimité autour de Jean-Louis Borloo. Il n'y a pas eu de discussion possible. Il y a la volonté de proposer autre chose et il y a la volonté de sortir justement de ces querelles d'hommes qui, à droite, en tout cas sur les élections intermédiaires, n'ont abouti qu'à une chose, c'est à faire perdre toutes les collectivités à la droite et toutes ses positions sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un recul quand même permanent depuis des années. Il peut y avoir des conséquences là, sur les élections locales de ce qui se passe au sein de l'UMP? Vous craignez, parce que l'UDI sera forcément allié à l'UMP pour les élections locales. Nous n'avons pas intérêt à ce que le parti avec lequel nous avons dit que nous avions une coalition claire soit un parti faible, divisé, étiolé. On n'a pas intérêt du tout à ça. Simplement, l'ambition de l'UDI, elle est claire, c'est d'être le premier parti aux élections européennes et le premier parti aux élections municipales, notamment dans les villes de taille moyenne, parce que dans ces villes-là, on aspire plutôt à avoir des élus qui sont proches des gens, qui ne sont pas dans les caricatures, qui sont plutôt neutres, enfin pas neutres, mais en tout cas pragmatiques, plutôt que des élus très marqués. Municipal, vous allez partir avec l'UMP, donc ce sera difficile de savoir qui est le premier parti. Il y aura des listes UMP, UDI. Ça dépendra des endroits. Ah, vous n'excluez pas que dans certaines villes, il y a des listes ça dépendra des endroits, parce que ça l'UMP. dépendra de la plateforme programmatique des uns et des autres. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous pensez que l'UMP aujourd'hui est morte. Au fond, vous dites que la fiction de 2002 est terminée et qu'il n'y a pas de porte de sortie. Sur le fond, je pense que la fiction de 2002 d'un parti unique qui fasse vivre du centre jusqu'à la frontière de l'extrême droite, cette idée-là, elle est morte. Elle avait déjà un petit peu de plomb dans l'aile auparavant, pendant la campagne. Nous avons créé l'UDI, clairement, parce qu'on voit bien que les idées du centre, les idées qui sont progressistes sur le plan européen, qui sont progressistes sur le plan de l'écologie, qui sont favorables à la liberté d'entreprendre, ces idées-là ne sont pas portées. Donc oui, cette idée d'un parti unique, elle est morte, et en plus, elle n'a pas donné les résultats que nous escomptions lors des élections intermédiaires, parce que l'UMP regarde trop les élections nationales. Donc si je vous entends bien, cette affaire est plutôt une bonne affaire pour l'UDI, si on en croit Jean-Christophe Lagarde, qui expliquait dimanche dernier que 6 000 nouveaux adhérents sont arrivés à l'UDI depuis le début de la crise de l'UMP. Alors on ne sait pas si c'était des adhérents de l'UMP, mais en tout cas, ça sert d'aspirateur pour l'UDI. Non, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre d'adhérents qu'on a fait depuis la création de l'UDI. On a aujourd'hui des personnes qui viendraient nous rejoindre par défaut d'UMP, parce que par déception de l'UMP. Ces personnes-là, on leur dit attention, on a une plateforme de valeurs claires. Si vous ne croyez pas à une Europe plus fédérale, si vous ne croyez pas à l'écologie, si vous n'êtes pas un brin féministe, on y reviendra, si vous n'êtes pas pour l'entrepreneuriat, vous ne vous retrouverez pas dans les positions de l'UDI. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que depuis la création de l'UDI, il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, il y a 14 000 nouveaux adhérents sur Internet. Et ça, c'est des nouveaux adhérents purs UDI. Laurent de Boissieu-Lacroix. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le Front National qui risque de profiter de cette crise au sein de l'UMP davantage que l'UDI? Le Front National, aujourd'hui, en termes de popularité, a
n'est pas dans les personnes qui montent, ça c'est à noter. Alors bon, ils font des annonces en termes de nouvelles adhésions, bon, enfin, vous savez comment Vous aussi. ça s'y regarde, Vous aussi. ça se regarde à deux fois, sauf que nous, les nouvelles adhésions sur Internet, vous pouvez les vérifier. Puisque comme le site Internet a Mais été vous partez lancé plus bas à la aussi. création de l'UDI, ces nouvelles adhésions, elles sont pures et elles sont pures. Quand je vous dis 14 000, c'est du vérifiable. Donc aujourd'hui, de toute façon, les personnes qui regardaient vers le Front National, elles n'ont jamais regardé vers l'UDI. Bon, quand on leur dit Europe fédérale, ces personnes-là, elles ne regardent certainement pas vers l'UDI. Donc nous, on n'est pas du tout sur ce type de profil. On est plutôt sur des personnes qui sont soit des abstentionnistes, soit des personnes qui ont cru au discours de la gauche ou au discours d'Europe Écologie et qui maintenant se disent non, on veut quelque chose qui est un peu plus compatible entre la croissance et des valeurs très ouvertes à l'autre. Clément Soudaille, pour Radio Notre-Dame. Si l'UMP éclate, ça fera 3 formations pour la droite républicaine. Est-ce que vous ne craignez pas que ça fasse une opposition affaiblie ? Je ne crois pas à l'éclatement de l'UMP. Vous pensez que François Fillon et ses amis resteront à l'UMP? Je crois que la logique institutionnelle et les intérêts des uns et des autres ne peut pas aboutir à l'éclatement de l'UMP. Que l'UMP regarde plus à droite, qu'elle ressente son projet plus à droite, c'est en cours, mais qu'elle s'éclate, j'en doute fortement. Il y a une phrase, une raffarina de Jean-Pierre Raffarin, c'est « Qui sème la division récolte le socialisme ». Laurent Boissieu. Vous savez, les petites phrases, c'est pas mon fort. Vous siégiez au groupe UMP il y a encore un mois, maintenant vous êtes au groupe UDI, Union centriste au Sénat. Est-ce qu'il y a une façon différente d'être dans l'opposition quand on est à l'UMP et quand on est à l'UDI? Est-ce que vous seriez davantage prêt à voter certains projets de loi, par exemple, du gouvernement? Est-ce que vous avez l'approche est différente? Il y a une façon différente et on entend souvent aujourd'hui, on veut être le premier opposant. Et on m'a dit, mais alors c'est pas à vous d'être le premier opposant? Je dis, ben non, nous, notre ambition, c'est pas d'être le premier opposant, mais le premier proposant. On n'est pas d'accord avec des grandes orientations dans le projet de loi de finances, on l'a dit très clairement, parce que toute la charge pèse sur les entreprises. Or, les premiers créateurs d'emplois, ce sont les entreprises, et l'accélération du rythme de destruction d'emplois prouve qu'on n'est pas sur la bonne voie. Maintenant, il y a des propositions ou des projets de loi qu'on soutient. Moi, j'ai défendu, voté et survoté l'interdiction du bisphénol A, les lanceurs d'alerte, idem. Donc, au sein de l'UDI, on est aujourd'hui dans une volonté de dire il faut vraiment qu'on arrive à aboutir à un certain consensus sur des sujets parce que la situation du pays l'exige, mais on veut vraiment être les premiers proposants. Et j'insiste beaucoup sur cette différence entre premier opposant et premier proposant. Quelle est la place de François Bayrou et du MoDem dans cette nouvelle configuration, pour ne pas dire constellation? Aujourd'hui, François Bayrou est bien seul, parce qu'il souhaite être seul, donc seul lui pourra vous répondre, mais je pense que lui-même est en train de... S'il adhère aux idées, oui. C'est toujours aussi simple. C'est pas seulement les idées, c'est le positionnement politique. Vous êtes clairement oui, le positionnement politique, donc les idées. Voilà, fin de cette première partie. Nous marquons une courte pause et on se retrouve tout de suite pour parler du mariage pour tous. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invitée cette semaine est Chantal Joanneau, vice-présidente de l'UDI, ancien ministre de l'Environnement et des Sports. Pour vous interroger cette semaine, Laurent Boissieu pour le journal La Croix, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Chantal Joanneau, il y avait beaucoup de monde il y a une dizaine de jours, c'était un samedi, pour manifester contre le mariage pour tous. Tous les sondages le montrent, les Françaises sont plutôt divisées sur la question, même s'il y a une majorité plutôt favorable au mariage, mais en revanche, une majorité, semble-t-il, est défavorable au principe de la parentalité pour les couples homosexuels. Quelle est exactement votre position sur cette affaire ? Ma position est parce qu'au sein de l'UDI, on n'a pas de consigne de vote, on se refuse à avoir des consignes de vote. Ma position a toujours été favorable au mariage et à l'adoption, pas à la filiation, à l'adoption. Je l'ai exprimé depuis assez longtemps d'ailleurs, et pour des raisons qui sont paradoxalement des valeurs de droite. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que le rôle de l'État est de rester au maximum à sa place et de ne pas s'immiscer dans des choix individuels qui ne portent pas atteinte à la cohésion de la société.
Donc au nom d'une forme de libéralisme. Au nom d'une forme de libéralisme. Bon, le législateur, depuis longtemps, a fait de toute façon, a accepté, a légalisé, a reconnu une grande diversification des modèles familiaux. Ça, c'est une réalité. Il y a même d'ailleurs une certaine forme d'hypocrisie dans ce qui a été voté et des positions qui sont tenues aujourd'hui. Et on a un deuxième point, c'est qu'il y a une réalité avec des enfants pour lesquels aujourd'hui, on a besoin que des parents ou les personnes qui s'en occupent reconnaissent des responsabilités. Donc, je suis favorable au mariage et à l'adoption que je distingue de la filiation. Voilà, on peut rentrer un petit peu dans le détail, mais je pense qu'il faut vraiment clairement distinguer les deux sujets. Question de Clément Souzaille pour Radio Notre-Dame. Justement, la filiation, c'est ce qui inquiète de nombreux juristes et qui protestent également contre l'inégalité de traitement qu'ils mettent en avant entre les partisans du projet de loi et ceux qui sont opposés dans l'audition, dans l'organisation des auditions devant la commission des lois. Comment est-ce que vous voyez la façon dont sont organisées ces auditions ? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a de la part des parlementaires vraiment une volonté d'écouter au maximum toutes les parties. Il y a beaucoup de parlementaires qui l'avouent, qui le disent, ils se posent beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions. Ça, c'est le premier point. La question de la filiation est importante parce que il y a eu une étude comparative qui a été menée par Jean-Pierre Sueur au Sénat sur les pays qui ont reconnu le mariage et justement voir comment est-ce qu'ils ont traité cette question de l'adoption ou de la présomption donc, de paternité ou de parentalité. Et très peu, il n'y a que 2 pays qui ont introduit cette présomption donc, de filiation. Les autres sont passés par le principe de l'adoption. Et dans le principe de l'adoption, par l'obligation des 2 personnes, de père ou de mère, enfin, on va appeler les comme vous voulez, d'avoir un projet parental, donc de se reconnaître une responsabilité claire à l'égard des enfants. Et donc je pense que ce débat doit vraiment être aujourd'hui un débat le plus rationnel possible. Je ne suis pas sûre, il n'y a pas de vérité absolue. Moi j'ai une position, j'ai comme tout le monde des doutes, il n'y a pas de vérité absolue dans ce débat. Après, juste un point, parce qu'on est face aux chrétiens, je comprends la position des églises. C'est une position cohérente. Les églises ont un modèle familial, elles sont contre la contraception, l'IVG, le divorce, elles ont une position cohérente. Les politiques, nous, on a notre position, mais il faut qu'elle soit cohérente aussi. Question de Romain Mazneau pour RCF. Être élevé par un père, une mère ou par 2 hommes et 2 femmes, c'est équivalent pour vous ? Ce n'est pas nécessairement équivalent. Mais aujourd'hui, vous pouvez être élevé par une mère seule, vous pouvez être élevé dans une famille recomposée. Donc, de toute façon, cette grande diversité des modèles familiaux, on l'a déjà acceptée. Et nous, on a le devoir que ça se passe du mieux possible. Laurent de Boissieu pour La Croix. Pour être bien clair, parce que ce sont des questions qui intéressent beaucoup aux éditeurs et téléspectateurs, vous êtes donc d'accord pour l'adoption et pas pour la filiation, c'est-à-dire ce qui est aide médicale à la procréation et gestion pour autrui, là vous dites non. Si, alors c'est possible à PMMA, mais parce que la réalité c'est que ça se fait. Voilà, moi je veux bien qu'on dise que ça ne se fait pas, que c'est impossible, que c'est interdit. Et la question est-ce que la France la réalité c'est que ça se fait. Éventuellement, chose qui soit faite à l'étranger. Si on passe par le principe, pas la gestation pour autrui, parce que ça pose d'autres questions, mais pour la procréation médicalement pas assistée, si on passe par un projet parental et donc par un principe d'adoption, je pense qu'aujourd'hui, notre devoir à nous, législateurs, c'est justement de sécuriser la situation de ces enfants. Et quand on parle aujourd'hui, il n'y a pas reconnaissance de droit à l'enfant, puisqu'il n'y a pas de présomption de filiation. Mais par contre, il y a un intérêt à défendre les enfants. Sauf que l'aide médicale à la procréation est de fait ouverte aux couples homosexuels femmes et pas aux couples homosexuels hommes. Et ça fait une inégalité. Elle est de fait, vous savez, aujourd'hui, elle est de fait ouverte, puisque dans la législation existante, on accepte qu'une femme seule puisse recourir à la procréation médicalement assistée. Oui, mais un homme seul ne peut pas, donc il y a une différence entre couples. Un homme seul ne peut pas, mais dans les pays qui ont justement accepté, indirectement d'ailleurs, ce principe de la PMA par le biais de l'adoption, ça n'est ouvert qu'aux femmes. Mais si on a bien compris, le président de la République et le gouvernement ne sont pas favorables à la PMA ou à la gestation pour autrui, a fortiori. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils soient cohérents. Ce que je leur demande, c'est d'être cohérents. Moi, je ne défends pas une position très facile. Je suis très isolée. Aujourd'hui, oui, vous êtes plutôt à contre-courant. Surtout à droite, je ne suis pas nécessairement dans... Mais bon, je l'argumente parce que j'ai regardé le dossier, je l'ai étudié.
Mais ce que je leur demande, c'est d'être cohérents. Et ce qui est extrêmement dangereux, par contre, là où j'étais profondément choquée, c'est que, n'assumant pas pleinement sa position, il a pu à un moment dire qu'un maire pouvait recourir à la liberté de conscience. Imaginez ce que ça représente symboliquement de prendre une décision en opportunité qui soit simplement fondée sur l'orientation sexuelle d'une personne. C'est terrible. Ce qui montre bien peut-être que le président de la République n'est pas très sûr de lui dans cette affaire. Manifestement, je pense qu'il n'est pas très sûr de lui. Question de Romain Mazenot pour RCF. Pour résumer, vous voterez pour ce texte du gouvernement ? Oui, je voterai pour, sauf s'il y a des évolutions au sein du texte auxquelles je ne crois pas. Mais oui. Et d'autres députés et sénateurs UDI voteront ce texte également ? Oui, alors c'est très partagé. Ça, je ne veux pas vous. Qui, par exemple ? Je pense qu'à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Borloo, il s'exprimera, il s'est déjà exprimé sur ce sujet, ou Yves Gégaud sont favorables au texte. Il va y avoir un certain nombre de manifestations au mois de janvier, au moment de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprendriez, est-ce que vous comprenez que vos collègues, des députés, des sénateurs, descendent dans la rue pour protester ? J'ai toujours du mal, moi, quand les politiques manifestent. Voilà, nous, on a un moyen de nous exprimer dans le cadre des hémicycles, dans le cadre de la presse et des médias. J'ai toujours un peu de mal avec le principe de la manifestation. Que chacun exprime ses points de vue, oui. Que ça aboutisse à de la violence d'un côté ou de l'autre, je suis pas. Enfin, on est sur un projet qui doit, au contraire, essayer de rassembler, et essayer d'aboutir à une forme d'intérêt général. J'ai du mal avec le principe de la manifestation et de descendre dans la rue. Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous soulignez tout à l'heure qu'à l'UDI, vous n'avez pas de consigne de vote, vous avez la liberté de vote en tant que parlementaire sur ces questions-là, qui sont des questions de société qui dépassent peut-être les questions d'opinion politique. Est-ce que ce ne sont pas justement des questions sur lesquelles on devrait consulter les Français directement, organiser des référendums, vu que ce sont des questions qui dépassent les choix politiques ? J'ai un très mauvais souvenir du débat qui avait eu lieu sur l'identité nationale. Très, très mauvais souvenir. Parce que on le voit déjà quand ce sont les politiques qui s'expriment. On tombe très vite dans des caricatures, dans des insultes, entre ceux qui vont s'accuser de rétrograde et les autres qui vont dire qu'on est en train de conduire à des dérives de la société très, très graves. Donc un débat par voie de référendum sur ce sujet, je pense qu'il serait extrêmement dangereux pour la société. Et je fais le parallèle volontairement avec le débat qui avait eu lieu sur l'identité nationale, qui en soi n'était pas inintéressant, mais qui était un débat d'historiens, qui était un débat de politologues. Et quand on le met clairement sur la place publique et qu'on ouvre la porte à tous les excès, eh bien on les obtient. Clémence Soudaille pour Radio Notre-Dame. On voit que c'est un projet qui divise profondément les Français, qui soulève les passions. Est-ce que la France a vraiment besoin de ça en ce moment ? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire rassembler ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences ? Le débat n'a peut-être pas été très bien posé parce qu'il a été posé dès la rentrée avec une interview qui est arrivée dans des considérations sans doute très politiques. Ensuite, il n'a pas été argumenté, il n'a pas été effectivement rationalisé. Vous parlez de l'interview de Christiane Taubira à la Croix. Qui est arrivé très tôt, qui du coup a tout de suite suscité de la contestation, et alors même que ça aurait pu s'organiser dans un débat global plus apaisé. Parce qu'au départ, ce n'était pas une question qui en soi était vue comme très clivante, mais la manière dont ça a été posé, pour certains en plus en mettant en avant des revendications communautaires, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le sujet. Je trouve que ça a été un peu vraiment maladroit. Donc aujourd'hui, effectivement, dans une société en crise, il faut plutôt rassembler, mais il n'y a pas de raison que ce sujet crée autant de divisions. Il n'y a pas de raison. Alors, Chantal Joanneau, restons dans les... Juste un point. Vraiment, j'insiste, il y a aujourd'hui des réalités humaines. Il y a des enfants, soit effectivement qui sont issus de la PMA, soit parce que leurs parents, ils avaient un père et une mère hétérosexuels et qui ensuite a assumé son homosexualité. Donc il y a des réalités humaines. Restons dans les problèmes de société. Le 25 novembre, c'était dimanche dernier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une femme battue sur 10 seulement dépose plainte. Dans le même temps, le Nouvel Obs et Clémentine Autain ont lancé un appel pour les femmes violées. Vous diriez aujourd'hui que ces violences faites aux femmes sont un vrai, réel problème de la société française ? Ah mais c'est monstrueux, c'est très courageux ce qu'elles ont fait d'ailleurs.
dans leur appel. On a réussi un peu à mettre la lumière sur ce sujet parce que ça a été quand même une des grandes priorités du précédent gouvernement. Et c'est bien qu'il y ait une continuité sur ce sujet. Pour autant, 2010-2011, 600 000 femmes au sein de leur couple, parce que ça se passe généralement et malheureusement dans une enceinte très fermée, ont été victimes de violences. Le numéro, le 3919, ce numéro-là a reçu plus de 40 000 SOS. Donc il y a une réalité dans la société qui est terrible. Et on n'a pas encore réussi à inverser la charge de la preuve. On entend toujours des horreurs. Toujours. En nous disant, mais vous allez porter plainte. Mais s'ils croient que c'est si simple. On l'a vu récemment avec le procès sur les tournantes. Avec le procès sur les tournantes, avec le procès dans le milieu sportif. Parce que ça aussi, dans le milieu sportif, on n'en parle pas. Mais quand vous êtes membre d'une équipe de France, vous ne dites rien. C'est votre carrière qui est en jeu, vous ne dites rien. Et là, en matière sur l'histoire du tennis, là, il y a eu une condamnation ferme. Il y a eu une condamnation, mais regardez tous les débats qu'il y a eu autour de cette affaire. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il faut une continuité. On a mis en place des dispositifs sur l'ordonnance de protection, les expérimentations, les bracelets. Donc il faut poursuivre et puis vraiment continuer à inverser la charge de la preuve. Clémence Houdaille, puis Romain Masneau après. Vous aviez dénoncé l'hypersexualisation des petites filles dans un rapport. Est-ce que c'est pas déjà une première violence, cette mise en scène des petites filles? C'est la première violence, et ça s'aggrave d'ailleurs, de définir la petite fille d'abord comme objet d'apparence, et le petit garçon toujours comme petit viril en puissance. C'est la première violence. Et celle-là, malheureusement, elle ne régresse pas. Que vous regardiez les dessins animés, je ne vais pas citer les noms, les clips vidéo, aujourd'hui toute la presse pour les enfants, les sites internet, les jeux vidéo, mais vraiment, on est en train d'ancrer dans l'esprit des jeunes qu'il y a un rapport, une petite fille définie par son apparence, un petit garçon puissant, que la sexualité est purement mécanique, qu'elle peut s'assumer par la domination. Il y a une banalisation des codes de la pornographie dans notre société dont nous-mêmes n'avons pas nécessairement pris conscience. Donc c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est à la racine de ce que l'on voit ensuite, parce qu'on banalise ces comportements. Et j'avais pris symboliquement comme option, comme proposition d'interdire les concours de minimis, parce que ces concours de minimis sont dégradants et sont affligeants. Il faudra reprendre le sujet parce que ça n'a pas avancé et nous allons le reprendre. Romain Masneau pour RCF. Sur les violences faites aux femmes, François Hollande a annoncé un projet de loi pour simplifier et accélérer les procédures pénales. Il a annoncé aussi une grande campagne d'information début 2013. Vous pourriez voter ce projet de loi ? Oui, ça c'est la continuité. Donc oui, au contraire. Alors là, vraiment, il n'y a pas d'état d'âme. Tout ce qui va dans le bon sens, il faut effectivement le voter. Il faut réduire les délais de prescription aussi sur plutôt pas les réduire, les éloigner, sur les cas de violences faites aux femmes ou de viol, parce qu'on met longtemps avant de pouvoir avoir le courage de déclarer un viol ou une violence. Il faut remettre sur la table la question de la prostitution. Ça aussi. Donc oui, là, franchement, il n'y a pas de... Et je serais choquée qu'on n'ait pas une volonté de consensus autour de ces propositions. Laurent de Boissieu, La Croix. Les sujets de société n'ont bien entendu rien à voir entre eux, mais on voit que là, sur plusieurs thématiques, vous êtes prêts à voter des textes du gouvernement. Autre sujet de société, encore une fois, qui n'a rien à voir sur le fond, mais sur le droit de vote des étrangers, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous seriez prêt à voter un texte avancé par la majorité ? Là, j'ai plus de mal. Pour des raisons encore de fond, c'est que le pacte fondateur de la France, c'est de dire qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous adhérez aux valeurs de la France, vous êtes français. Et ce pacte fondateur, il s'incarne chez nous par l'acquisition de la nationalité. Vous êtes pour assouplir les règles d'acquisition de la nationalité ? Donc qu'on revoie les conditions d'acquisition de la nationalité, qu'on les facilite, qu'on accompagne beaucoup plus ces personnes. Oui. Qu'on sépare le droit de vote de l'acquisition de la nationalité, non. Et ça me gêne profondément sur le fond. Par contre, ce qui est clair, c'est que sur l'acquisition de la nationalité, on n'aide pas suffisamment les personnes. Aujourd'hui,
on n'aide pas suffisamment les personnes c'est-à-dire sur concrètement, aider concrètement sur la maîtrise non seulement des rudiments du français pour pouvoir effectivement être libre, autonome dans notre pays, sur les procédures administratives, sur voilà. Vous savez, en tant que parlementaire, régulièrement, on est saisi par des personnes qui ne savent plus à qui s'adresser parce qu'ils n'arrivent pas à faire aboutir leur dossier pour acquérir la nationalité française. Mais franchement, on a des situations ubuesques. Parce que le bureau A ne veut pas délivrer un récépissé tant que le bureau B n'a pas délivré le sien, et le bureau B ne veut pas le faire tant que le bureau A n'a pas fait. Mais c'est ubuesque. L'ordonnance rendue publique hier par Manuel Valls sur la régularisation des sans-papiers, qui reproduit au fond à peu près ce qui existait du temps de Nicolas Sarkozy, ça vous paraît être on va voir dans une les avancée, faits. Il faut voir dans les faits. On est comme vous l'avez dit, ça reproduit grosso modo. On est toujours en fait entre la nécessité qu'il n'y ait pas de décision à la tête du client pour simplifier les choses et la remise en question donc du pouvoir de décision d'opportunité des préfets et le fait qu'on n'ait pas non plus des critères qui soient trop aseptisés parce que les situations individuelles sont extrêmement différentes. On est toujours entre les différents gouvernements sur cette quête d'équilibre. Vraiment, il faut voir concrètement dans les faits ce que ça va donner. Une question de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Pour revenir à la question du droit des femmes, dans les entreprises, le plafond de verre est toujours une réalité. Les différences de salaire pour poste égal entre hommes et femmes est aussi une réalité. Qu'est-ce que vous préconisez comme mesure pour lutter contre cela? Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que, étant femme, ce n'est pas nécessairement la solution qu'on aime le plus, le système des quotas obligatoires temporaires est le système qui fonctionne le mieux. Il y a eu un rapport de la Commission européenne justement sur le nombre de femmes dans les comités de direction et conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, qui est totalement affligeant, parce que je crois que le nombre de présidents en Europe, femmes de ces associations, doit être inférieur, conseil d'administration, est inférieur à 2%. Et la Commission cite en exemple la loi qui a été adoptée en France, qui fixe justement un quota obligatoire, où d'ici 2015, on devrait être à 40%, et qui a permis vraiment de faire évoluer les choses. Donc c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant, parce que même en politique, on vient me voir en me disant « toi, tu es là parce que tu es une femme ». Bon, c'est toujours réjouissant, mais rassurez-vous, on sait se défendre. Donc c'est pas réjouissant, mais ceci dit, on voit bien que temporairement, ne serait-ce que parce qu'ensuite les femmes entre elles aussi vont sans doute s'entraider, enfin en tout cas on peut l'espérer, c'est pas toujours le cas. Temporairement, ces quotas sont une nécessité. Mais vous savez, on parle des entreprises, on pourrait parler du monde sportif, 115 fédérations, 7 femmes présidentes de fédérations sportives, on peut citer les syndicats, on peut citer les médias. On peut parler du conseil d'administration de la BCE. On peut parler du conseil d'administration de la BCE, effectivement, sur 23 membres, pas une seule femme, qui est effectivement encore un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Juste une dernière question dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pensez des actions des Femmes? Ça va vous choquer, mais... Rien ne me choque, moi. Mais... C'est ultra médiatique. D'ailleurs, c'est un but purement très, très, très médiatique. Mais globalement... Est-ce que c'est efficace? Ça met en lumière certaines choses. Parce qu'elle s'attaque à tout le monde, en réalité. Ça s'attaque à tout le monde. Oh, c'est assez choquant. J'aime pas trop voir des femmes avec les seins nus, parce que c'est contraire justement à ce que je défends. Mais ça met en lumière quand même des réalités, parce qu'elle s'attaque à tout le monde. Elle s'attaque effectivement à tout ce qui remet en cause la liberté de la femme. Mais bon, les seins nus, bon, je suis pas trop fan. En tout cas, moi, je ne ferai pas. Sur les plages. Oui, c'est pas ce qu'on aime le plus. Fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour parler écologie et environnement. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Aujourd'hui démarre le grand débat national sur l'énergie. 6 mois de discussion avec tous les partenaires qui doit déboucher sur une loi de programmation à l'automne prochain. L'objectif, c'est de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire, de réduire le gaz à effet de serre de 20% d'ici à 2020. C'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est une bonne méthode, c'est un pari sur l'avenir, ça risque de marcher ?
Ça commence difficilement parce que Greenpeace et les Amis de la Terre ont claqué la porte. Donc ça commence très difficilement. Ouais, ils n'étaient pas d'accord sur le comité de pilotage. Oui. Ils avaient des raisons. Et ça commence avec des décisions et des signaux très contradictoires du gouvernement. La dernière interview d'Arnaud Montebourg sur les gaz de schiste est un mauvais signal, parce que vous savez très bien que quand on est ministre, toutes nos interviews sont validées par Matignon. On ne fait pas d'interview sans pour être passer par la précis, Arnaud validation de Montebourg, je Matignon. l'avais noté, il dit il vaudrait mieux produire chez nous les gaz de schiste, Voilà. si nous en avons, plutôt que de les importer. Donc ça a été validé par Matignon, c'est obligatoire. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne entrée en matière. Donc, plus fondamentalement, parce que ça c'est de la polémique politicienne de base, je trouve que sur le fond, ce qui me dérange, c'est qu'on a voté dans le cadre du Grenelle de l'environnement des objectifs, avec des objectifs intermédiaires 2020 et des objectifs 2050. Ça a été voté à la quasi-unanimité. Ces objectifs restent valables. Il n'y a pas de raison qu'on les change en cours de route, et l'écologie, c'est du long terme, ce qui est difficile pour les politiques, mais c'est du long terme. Donc aujourd'hui, qu'il y ait un débat par rapport à la trajectoire qu'on s'est fixée, il y a certains secteurs sur lesquels on est un peu en dessous de la trajectoire, il y a certains secteurs qui font beaucoup mieux, il faudrait peut-être plus parier aussi sur ces secteurs, et donc adapter les différents dispositifs, c'est une bonne chose. Mais cette volonté de systématiquement dire, bon, tout ce qui était Grenelle, comme c'était la droite, on n'en veut pas, on gomme, on fait quelque chose à notre sauce pour expliquer que nos prédécesseurs étaient nuls, je ne trouve vraiment pas que ça va dans le sens de l'histoire. Donc c'est vraiment la méthode, la présentation qui, pour moi, aujourd'hui, pose problème, parce que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, aujourd'hui, sur ces sujets, c'est du consensus. Et il y a urgence. Le dernier rapport de la Banque mondiale le montre. Romain Masneau, RCF. Quelles sont les mesures prioritaires à prendre pour développer les énergies renouvelables, le photovoltaïque, les éoliennes, etc. Je veux dire, la mesure prioritaire, elle est dans les économies d'énergie. C'est vraiment l'alpha et l'oméga, normalement, d'une politique de transition énergétique. Et donc, poser comme objectif premier la réduction du nucléaire pour une transition énergétique, ça peut avoir des fondements qui sont des fondements, par exemple, en termes de sécurité ou de sûreté, pourquoi pas. Ça n'a pas de fondement réel en termes d'écologie, puisque la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe d'abord par l'économie d'énergie, ensuite par le développement d'énergie décarbonée. Mais excusez-moi, ça c'était dans la conférence environnementale, François Hollande s'est engagé là-dessus, sur la rénovation des appartements, et il y a même un objectif qui a été fixé, qui est 4 millions de logements pendant 5 ans. Il n'y a pas de mesures concrètes aujourd'hui derrière. Vous voulez dire qui va financer ? En termes d'objectifs, il faut qu'on soit clair. En termes d'objectifs écologiques, c'est priorité 1, économie d'énergie, dans le bâtiment et le transport, parce qu'on a un vrai problème. Le vrai problème, c'est le transport. Priorité 2, développer les énergies décarbonées, c'est-à-dire avec le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible. Donc c'est le premier point. Pour développer les énergies renouvelables, ce qui fonctionne très très bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la biomasse. La biomasse, on subventionne la biomasse notamment via un fonds chaleur qui est à l'ADEME. Ce fonds chaleur, aujourd'hui, a besoin de plus d'argent. On est en train de réduire ses crédits. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, alléger les contraintes réglementaires sur l'éolien, oui. J'avais râlé à l'époque, donc je ne change pas de position. Troisièmement, sur le solaire, on est face à un dumping de concurrents internationaux qu'il ne faut pas ignorer. Là, on a besoin d'une politique européenne assumée. Il faut que l'Europe, aujourd'hui, fasse corps et se serre les coudes sur ce type de politique. Clémence Soudaille, pour Radio Notre-Dame. L'éolien suscite toujours beaucoup de polémiques dans l'opinion. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Et comment répondre à ces inquiétudes ? Ça suscite des polémiques comme tous les grands projets ont suscité des polémiques. Il y a eu des polémiques quand on a construit les premières lignes à très haute tension. Il y a eu des polémiques systématiques. Donc ça, c'est le premier point. C'est vrai qu'on ne peut pas garder nos paysages tels qu'ils sont. Après, chacun a des opinions très différentes sur une éolienne, ce que c'est beau, c'est pas beau. Enfin, quand on voit le nombre de lignes à haute tension dans notre pays ou à très haute tension, on doit relativiser la question. Et ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'éolien n'est pas en concurrence avec le nucléaire, c'est faux. Ce n'est pas les mêmes types d'énergie. Il y a une énergie de base, une énergie de semi-base. Mais donc, il y a eu beaucoup d'agitation parce qu'il y a eu historiquement, dès les années 70, une présentation des énergies renouvelables comme en opposition avec le nucléaire. Voilà.
Donc les nucléaires ont dit non, nous on veut que du nucléaire, les renouvelables ont dit on veut que du Le renouvelable. président Et Total le drame, dit que c'est même complémentaire. c'est complémentaire, c'est pas les mêmes types d'énergie. Et le drame d'aujourd'hui, ce que je n'aime pas dans ce débat, c'est qu'on est revenu à cette idée des années 70, alors que l'urgence, c'est de développer l'énergie décarbonée, point à la ligne. L'urgence, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre. C'est complémentaire, mais en même temps, s'il y a une enveloppe financière, il peut y avoir un choix de développer une nouvelle génération de centrales nucléaires ou au contraire de développer des énergies renouvelables. Mais ce qu'on montre... Parce que, excusez-moi, mais je complète la question de Laurent de Boissieu. C'est extrêmement cher l'éolien puisqu'on achète très cher cette énergie. Ça va coûter 3 milliards l'an prochain et 7 milliards en 2020. Oui, mais attention, tout développement... Et donc c'est le consommateur qui, au bout du compte, va payer ça. Tout développement d'énergie coûte cher. Tous. Il a fallu mettre de l'argent pour quand on a créé des centrales nucléaires, il faut mettre de l'argent dans les réseaux, il faut mettre de l'argent dans le stockage. Donc ça, premier point. Deuxième point, quand on regarde aujourd'hui le prix de l'énergie éolienne, et le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, justement, sur les prix de l'énergie est éclairant. Aujourd'hui, il est quasiment au prix de marché, l'éolien. Le solaire est très au-dessus, il est très cher, c'est une énergie naissante, mais en tout cas, l'éolien est quasiment au prix de marché. Donc ce débat-là, vous savez, ce qui coûte cher dans la CSPE, on ne va pas se mentir, c'est la nécessité de la péréquation avec nos territoires ultramarins, avec la Corse, mais c'est normal, on n'a pas à le regretter. Laurent de Boissieu-Lacroix. Pour résumer ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur le Grenelle de l'environnement, vous diriez que l'orientation actuelle, elle est dans la continuité, en deçà ou au-delà des objectifs que vous étiez fixés à l'époque avec Jean-Louis Borloo? La réalité, c'est qu'elle est dans la continuité. La réalité, c'est que le focus qui a été mis sur la réduction de l'énergie nucléaire est un mauvais focus parce que ça pourrit le débat inutilement, mais vraiment inutilement. Vous parlez de Fessenheim ? On peut réduire la part du nucléaire. Ce n'est pas une énergie qu'on aime particulièrement. Le rapport qu'on a fait à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques le montre. C'est possible, c'est-à-dire qu'on peut réduire cette part à 50 ou 60% d'ici 2050. Certains disent même que mécaniquement, ça va diminuer. Oui, alors attendez, je vais revenir là-dessus. Donc ça, c'est possible, mais aller plus vite, c'est à l'évidence, c'est inévitable, augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors ceux qui disent ça, c'est parce qu'en même temps, ils essayent de vous faire avaler, je sais, voilà, qu'il faut augmenter encore la consommation d'énergie. Non, ils disent que la consommation d'énergie va augmenter, que mécaniquement, la part du nucléaire va descendre à 50%. Sauf que nous sommes capables de réduire la consommation d'énergie, que c'est bon pour la planète et que c'est bon pour le porte-monnaie. Et on est capable de le faire. Avec la rénovation des bâtiments, avec la construction de bâtiments neufs qui sont aujourd'hui peu consommateurs d'énergie grâce aux normes que nous avons fait voter quand même, on peut le faire. Et aujourd'hui, ce qui est très dommage d'ailleurs, c'est que sur la rénovation des bâtiments, on a augmenté la TVA, elle va passer de 7 à 10%. On a supprimé les éco-prêts à taux zéro, et ça c'est très dommage, parce que la priorité absolue c'est le bâtiment. Juste une question très courte, la voiture électrique, vous y croyez, vous, personnellement ? Il y a une feuille de route qui est sortie à l'ADEME qui est extrêmement intéressante, qui montre qu'aujourd'hui, elle est en phase de développement, mais que d'ici 2050, on aura un tiers d'électrique, un tiers d'hybride, un tiers de thermique. Donc aujourd'hui, il faut améliorer les véhicules tels qu'ils existent, développer l'hybridation, et ensuite on aura en fait une très grande différenciation des types de véhicules. Mais on est le premier marché européen en véhicules électriques. Clémence Soudaille. Alors, un autre projet qui divise Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, cet aéroport international. Est-ce qu'on a besoin de ce type de projet aujourd'hui ? Alors, sur Notre-Dame-des-Landes, ma position est plus que réservée, parce que quand j'étais secrétaire d'État à l'écologie, j'avais suivi le dossier. Qu'on déplace cet aéroport qui se situe aujourd'hui en zone urbaine et qui dérange potentiellement 300 000 personnes, normal. Qu'on multiplie par 2,5 ses capacités, pas normal. Il n'y a pas nécessairement de besoin à cet endroit, donc c'est beaucoup d'argent public qu'on va mettre là, quand dans le même temps, dans le silence le plus absolu, on va annuler le projet Canal Seine-Nord-Europe. En d'autres termes et symboliquement, on privilégie le transport aérien sur le transport fluvial. Ce n'est pas une décision qui, pour moi, est une décision écologique. Alors certains vont essayer de la justifier sur des arguments économiques, mais le projet a été calculé à un moment où le baril était beaucoup moins cher, et puis plus fondamentalement, la méthode. La méthode, comment est-ce qu'on peut, sur un projet, en arriver à une telle opposition, une telle violence ? Il a fallu quand même qu'il y ait des blessés pour que le gouvernement accepte enfin qu'il y ait une commission de médiation, mais qu'on fasse toute la lumière sur ce projet plutôt que d'essayer de le passer en force. C'est pas, voilà, quand on est Premier ministre, on ne doit pas faire passer ses intérêts locaux avant l'intérêt national. Question de Romain Masneau pour RCF. Alors, le gouvernement, précisément, a nommé une commission du dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il peut être amené à revoir sa copie sur Notre-Dame-des-Landes ?
Ou est-ce qu'il va être obligé de revoir sa copie? Je vois difficilement comment il ne peut pas revoir sa copie. Difficilement. Il va falloir qu'il justifie son choix. Et cet exemple est très éclairant. Il montre que toute la difficulté dans notre démocratie aujourd'hui, c'est que personne n'est garant de la soutenabilité à long terme de nos décisions publiques. Personne. Ce serait un échec personnel pour Jean-Marc Ayrault sur le plan symbolique. Mais justement, faut Jean-Marc Ayrault est Premier ministre avant d'être Jean-Marc Ayrault. Je reviens d'un mot sur Fessenheim. C'est une bonne idée de l'arrêter en 2016? C'est Et symbolique. est-ce qu'on y arrivera? C'est purement symbolique et politique. La SN n'avait pas conclu à la nécessité de fermer Fessenheim dans un délai aussi court. Donc c'est pas pour des raisons, en tout cas de sécurité sur Fessenheim, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est pour des raisons de choix politiques. On peut ne pas aimer le nucléaire, honnêtement, je le comprends. Et quand on en discute avec Greenpeace nous dit c'est pas pour un problème purement écologique, c'est parce qu'on ne veut pas de cette énergie qui a un potentiel de risque, évidemment, qui est vraiment incommensurable. Question complémentaire, est-ce qu'on doit prolonger, comme le font les Américains, un certain nombre de centrales nucléaires qui sont un peu anciennes? Ça a déjà été fait. Honnêtement, tant qu'on peut réduire la part du nucléaire en développant en même temps, mais à un rythme normal, le renouvelable, oui. De toute façon, une transition énergétique, il faut 25 ans. Donc il ne faut pas mentir, il faut 25 ans pour une transition énergétique. Alors je change de sujet, mais pas tout à fait, vous allez voir. Bertrand Delanoë veut interdire à Paris et en banlieue parisienne les vieilles voitures et les vieilles motos au nom de la pollution. Vous êtes élue parisienne, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous choquer, mais tant pis, j'ai l'habitude. C'est nécessaire mais insuffisant. Nécessaire mais insuffisant, ça veut dire quoi? Vous avez un 4x4 diesel, vous continuez à rentrer dans Paris? Donc, parce que les vieilles voitures dans Paris, c'est moins de 6%, grosso modo, du trafic. Donc, je me souviens quand j'avais proposé pendant les élections régionales qu'il y ait une forme de péage urbain, mais intelligent, pas le péage version Londres, le péage version Milan, c'est-à-dire en fonction du niveau de pollution des différents véhicules, pour intégrer le CO2, mais donc pour intégrer aussi qu'on les fasse comme à particules. Londres, par exemple? Non, pas comme à Londres, parce qu'à Londres, c'est un péage pour riches. Là, vraiment, en fonction du niveau d'émission de CO2 et de particules des différents véhicules. Et c'est possible, on peut le faire techniquement. Donc, on revient à la pastille verte. Il faut aller plus loin dans cette logique, mais dire qu'on a résolu le problème de la pollution simplement en supprimant les vieilles voitures, non. Et puis il y a un autre sujet en termes de pollution, c'est qu'il faut toujours améliorer la fluidité, parce que là où les véhicules sont les plus polluants, c'est entre 0 et 50 km/h. Laurent de Boissieu-Lacroix. Quand vous étiez à l'UMP, il n'y a pas si longtemps, vous avez participé à la venue de François Fillon, qui était élu dans la Sarthe à Paris, dans la perspective notamment des municipales de 2014. Maintenant, vous êtes à l'UDI de Jean-Louis Borloo. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, vous pensez que le meilleur candidat de la droite pour Paris, c'est davantage Jean-Louis Borloo que François Fillon? Je veux dire très honnêtement, il n'y a que lui qui pourra s'exprimer. Déjà, parce que c'est un choix personnel lourd. Vous avez une opinion. Deux, la priorité absolue aujourd'hui, c'est de constituer, de construire, de solidifier l'UDI avant même effectivement de s'engager sur des municipales. Enfin, on ne comprendrait pas. Il y a suffisamment de travail à faire aujourd'hui sur l'UDI, donc c'est la priorité absolue. 3, Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, est effectivement un très bon candidat, mais il est élu de Valenciennes. C'est sa marque de fabrique. En plus, il a un affectif très lourd. C'est plutôt vers François Fillon qu'il faut poser la question, surtout dans la situation actuelle. Vous seriez prête à soutenir l'un ou l'autre candidat à la mairie de Paris? On verra d'ici là. François Fillon, s'il n'est pas président de l'UMP, pourrait être tenté, c'est ce que vous semblez dire, de revenir sur sa première idée, c'est-à-dire d'être candidat à la mairie de Paris. Simplement, moi je dis, pour être candidat à la mairie de Paris, il faut être très progressiste. Il faut s'adresser à un public parisien, arrêter de dire que dès lors qu'on est à Saint-Germain ou qu'on est bobo, c'est pas bien. Il faut être très progressiste. Il ne l'est pas assez, François Fillon, aujourd'hui, vous pensez? Il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut être très ouvert. Les évolutions, il y a eu des évolutions à Paris, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Vélib, c'est très bien. Autolib, c'est très bien. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est pas bien. Et puis il ne faut pas être pour le tout voiture dans Paris, parce que ça n'est pas possible. Donc, si on vous comprend bien, Jean-Louis Borloo a plus le profil que François Fillon. De toute façon, c'est mon président, j'ai choisi de le suivre, donc c'est forcément quelqu'un de très bien. Donc, on pourrait avoir un ticket Chantal Jouanneau, Jean-Louis Borloo à Paris? Ça rime, mais on verra ça d'ici là.
Merci beaucoup Chantal Joanneau. Fin de ce numéro de Face aux chrétiens. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF avec les principaux extraits de l'émission. La semaine prochaine, nous recevrons Nathalie Kosciusko-Morizet et je vous le donne en mille, on parlera évidemment de l'UMP puisque Nathalie Kosciusko-Morizet fait partie de ce que l'on appelle les casques bleus, les non-alignés. Bonne semaine.